s'intitule Traces de l'archive Rana Plaza 2013, circulation des discours militants. Alors, tu mets la barre très haut, Claire. Donc je tiens à préciser que c'est une recherche exploratoire, voilà, qui sur le long terme va peut-être en effet, si tout va bien, faire les liens avec tout ce que j'ai pu mener jusqu'à présent, sachant que je reste quand même dans le secteur donc, de l'industrie de la mode, mais à travers en effet une autre question qui est celle de la façon dont des collectifs citoyens militent en effet pour lutter pour instaurer une mode plus éthique et plus responsable. C'est en effet donc l'objet de mon intervention qui porte sur des discours qui sont développés donc principalement par des collectifs citoyens, des associations, des ONG, mais pas que in fine, ça peut être aussi, ce sont des discours qui sont observables donc à un niveau beaucoup plus individuel, mais qui portent donc davantage sur une mode éco-responsable et éthique. Donc ce sont des discours qui relèvent d'une part de la problématique de la traçabilité du traitement donc, des textiles qui sont utilisés dans le secteur de la mode, sur donc, le traitement des matières premières, et plus largement sur une problématique de surproduction, surproduction qui a comme résultat la citation à la surconsommation. Elle touche donc par conséquent des problématiques environnementales, sachant que la mode est considérée comme la troisième industrie la plus polluante après celle du pétrole et de l'aéronautique. Par ailleurs, ce même collectif développe d'autres discours en faveur du mode éthique, notamment pour ce qui est des conditions de travail des ouvriers et des ouvrières donc, du secteur, des problématiques de délocalisation, donc des discours des usines dans des pays en effet où la main-d'œuvre est dite bon marché, voire très bon marché. Et c'est précisément donc ce deuxième point qui constitue l'objet de mon intervention et qui relève donc et qui concerne et qui touche la responsabilité sociétale des entreprises du secteur de la mode et la façon dont cette responsabilité est interrogée, interpellée et critiquée par les collectifs citoyens. Donc avant de traiter donc, directement la problématique de mon intervention, qui est spécifique au dialogue que je me propose d'établir entre la notion d'archive et la notion de trace, comme indiqué dans l'intitulé donc, de ma présentation, je vais dans un premier temps exposer l'objet général de mon intervention et la façon dont il est problématisé en tant qu'objet d'étude. Donc j'ai fait une spéciale dédicace au cours de méthodologie, ici de Master 1. Alors, donc je vais partir d'un événement majeur de l'industrie, de l'histoire récente de l'industrie du textile et plus largement de la mode, qui est celui de l'effondrement du Rana Plaza. Quelques donc, informations au sujet de cet événement. Le Rana Plaza est un immeuble de la ville de Dhaka, qui est la capitale du Bangladesh, au sein duquel donc, plusieurs ateliers de confection pour l'industrie des textiles ils sont implantés. Donc ce sont des sous-traitants et qui donc produisent du prêt-à-porter ou du textile en général pour des grandes entreprises américaines et européennes également. À titre d'exemple, on peut citer les entreprises H&M, C&A, Mango, Le Bon Marché Rive Gauche, Camaïeu, Auchan, Benetton, Carrefour, et la liste est loin d'être exhaustive. Je cite ici les entreprises qui sont relativement, voire très connues. Donc, ce bâtiment s'est effondré le 24 avril 2013 et son effondrement a entraîné la mort de plus de 100 000 personnes qui étaient donc en train de travailler dans son enceinte à ces moments spécifiques. Il faut souligner que les bâtiments avaient déjà fait l'objet d'un signalement de non-conformité et précisément la veille donc de l'effondrement, de l'accident, une expertise avait décrété la présence de fissures très importantes, instaurant donc l'obligation de ne plus occuper le bâtiment. Donc le lendemain, les ouvriers et ouvrières arrivent donc sur site
et demande autorisation de ne pas intégrer les bâtiments et de ne pas travailler. Ils sont sommés donc de s'exécuter à la tâche par les directions de chaque atelier de confection, sous peine donc de retention de leur salaire. Donc il y a un certain nombre de, voire beaucoup, à savoir 3500 personnes qui pénètrent donc l'enceinte, le bâtiment, et très peu de temps après, donc peu après 9 heures, le bâtiment s'effondre. Et donc, comme je l'ai indiqué en amont, il y a un peu plus de 1100 personnes qui perdent leur vie. C'est un événement qui, bien évidemment, était particulièrement médiatisé d'un point de vue national, mais également d'un point de vue international, en partie en raison des entreprises qui bénéficiaient donc des services exercés dans des conditions que l'on peut citer très aisément de déplorables. Alors cet événement peut être qualifié de particulièrement médiagénique par conséquent, et j'emprunte cette notion à Philippe Marion, médiagénique d'un point de vue synchronique et d'un point de vue également diachronique. Alors synchronique dans la mesure où au moment où il survient, les médias s'en emparent et produisent des récits médiatiques et qui construisent différentes thématiques: les conditions de travail et des ouvriers dans le secteur du textile, la responsabilité du propriétaire donc du bâtiment, la responsabilité des ateliers sous-traitants, la responsabilité relative au droit de vigilance des entreprises qui bénéficient donc des services de sous-traitement. Et d'un point de vue diachronique, donc sur le long terme, cette médiagénie repose également sur d'autres thématiques comme celle par exemple du procès qui a eu lieu suite à cet événement, des indemnisations des victimes, de la posture des entreprises vis-à-vis donc de cette nécessité d'indemniser les victimes, des conséquences plus générales pour le fonctionnement de l'industrie du textile et de la mode, tout comme la construction du collectif Fashion Revolution sur lequel je vais revenir par la suite, et du travail militant engagé par ces derniers et par la suite par d'autres collectifs qui ont vu le jour, et qui ont tous présenté une visée commune, une demande sociale pour une mode éthique et responsable. Donc nous avons d'une part l'événement en tant que tel, et d'autre part sa médiagénie elle-même associée à la mise en discours et la mise en récit médiatique de l'événement. Par exemple sur Europress, on compte environ, juste avec les mots-clés Rana Plaza, on compte environ 750 articles qui traitent les thématiques que j'ai précédemment évoquées. Alors, d'un point de vue théorique, je me propose d'aborder donc la combinaison de ces situations, je ne suis pas certaine que le terme est exact, à savoir l'événement et sa mise en discours, comme une archive, alors une archive au sens discursif du terme, qui puise donc sa conception et sa définition à la théorie de Michel Foucault, relative donc à l'archive, théorie qui est développée dans son ouvrage publié en 1969 intitulé Archéologie du savoir. Alors, c'est une tentative, je tiens vraiment à préciser que c'est une tentative qui nécessite évidemment d'être creusée davantage. Je propose ici quelques extraits donc, qui permettent de saisir, certes partiellement, donc, la notion d'archive, toujours selon Foucault. Je vais les lire rapidement. Donc, par ce terme d'archive, je n'entends pas l'ensemble de tous les textes qu'une culture a gardés par devers elle, comme des documents de son propre passé ou comme témoignage de son identité maintenue. L'archive navigue entre la traduction et l'oubli. Elle fait apparaître les règles d'une pratique qui permet aux énoncés à la fois de subsister et de se modifier régulièrement, et c'est précisément cette question de substitution mais aussi de modification régulière donc, de cette archive et de la façon dont elle se déploie dans un espace-temps plus ou moins élargi. C'est une notion toujours selon Foucault un peu barbare, qui doit rendre compte des énoncés dans leur dispersion, dans toutes les failles ouvertes par leur non-cohérence, dans leur chevauchement et leur remplacement réciproque, dans leur simultanéité qui n'est pas unifiable et dans leur succession qui n'est pas déductible. Alors, j'ai tendance à considérer que la notion d'archive chez Foucault relève d'une virtualité. C'est un continuum des discours et même accompagné des croyances qui détermine ce que, pour la théorie de Foucault, relève d'une pratique et qui, en l'occurrence, dans le cas de cette recherche, relève donc
détermine en fait un événement. L'archive du Rana Plaza, et plus précisément l'archive médiatique du Rana Plaza, c'est à quoi je m'intéresse là, et l'événement en soi et tous les discours qui l'ont qualifié et qui l'ont médiatisé. Et à partir de ces constats, je m'intéresse à comprendre comment cette archive, l'archive Rana Plaza, est actualisée de manière directe ou indirecte par des pratiques et discours des collectifs militants, mais pas que, parce que ça peut être également, comme je le disais en amont, des citoyens, des organisations de toute nature, qui œuvrent donc pour une mode éthique. Autrement dit, je m'intéresse aux traces visibles ou invisibles de l'archive Rana Plaza dans les discours des collectifs qui militent pour une mode donc responsable. Donc, aussi, donc, j'ai émis un certain nombre de questions de recherche auxquelles je ne vais pas répondre de manière linéaire et exhaustive aujourd'hui, mais qui restent ouvertes et donc qui nécessitent à être interrogées si en effet cette piste exploratoire donne lieu à une recherche beaucoup plus conséquente, ce qui serait plutôt chouette. Donc, comment l'archive, par exemple, comment l'archive Rana Plaza est actualisée directement ou indirectement par les discours et stratégies. Pardon, je l'ai effacé, mais ça n'a pas été pris. Il y a une coquille. Donc, non, c'est bon. Là, c'est là. Non, ça n'a pas été pris. Donc, par les discours et stratégies militants, quelles traces visibles ou invisibles de l'archive en question dans les discours et stratégies militants? Est-ce que c'est coupé? Oui, c'est coupé. Quelles sont les formes mémorielles de l'archive Rana Plaza et comment sont-elles tracées, in presentia ou in absentia, donc de manière présente ou de manière virtuelle, comment sont-elles projetées finalement, et in fine, comment sont-elles matérialisées? Alors, les éléments donc des réponses que je vais apporter, bon, j'ai pris beaucoup de précautions, je ne vais pas y revenir, donc non pas une prétention donc à l'exhaustivité. Donc, je vais m'intéresser précisément donc au collectif Fashion Revolution que j'ai rapidement cité en amont. Un collectif qui a été créé au lendemain de l'effondrement du Rana Plaza à l'issue de l'initiative de deux créateurs donc de prêt-à-porter qui avaient déjà donc un positionnement donc éthique autour des processus de production et de fabrication donc des collections de prêt-à-porter. C'est un collectif qui joue un rôle primordial depuis donc 2013 et jusqu'à aujourd'hui dans l'éducation et l'émancipation du public quant à la nécessité d'une mode éthique, tout en en interpellant les entreprises et groupes du secteur ainsi que des instances politiques qui peuvent intervenir pour modifier des textes de loi. Outre des actions dans l'espace public, le collectif mobilise donc l'espace numérique comme un moyen également donc de lutte, un moyen d'action, notamment à travers donc son site web et son compte Instagram. Alors, il est presque étonnant de considérer que un collectif militant ne s'empare que donc de ces réseaux sociaux numériques Instagram et mobilise pas Twitter, Twitter étant d'emblée donc considéré comme ces réseaux sociaux numériques du politique, alors que Instagram serait davantage donc le réseau de la contemplation, une contemplation esthétisante. Mais justement, c'est là où ça devient pertinent, dans la mesure où la mode, l'industrie de la mode donc bénéficie finalement du format Instagram pour produire de plus en plus donc des images et des discours particulièrement esthétisants. Et par conséquent, la présence donc de Fashion Revolution tout à l'intérieur de ces réseaux trouve amplement sa place de manière pertinente à mon avis, parce que ça permet donc de s'y incruster de manière algorithmique dans les feeds des internautes qui s'intéressent à la mode, tout comme dans les feeds de ceux qui s'orientent davantage vers des problématiques beaucoup plus engagées, comme par exemple des questions d'éco-citoyenneté, éco-responsabilité, entre autres. Alors ma démarche est la suivante, j'ai mis en place une observation en ligne du hashtag Who Made My Clothes, donc qui a fabriqué mes vêtements que vous avez ici, sur lequel je vais revenir tout de suite après, donc, et de sa circulation également. Pour l'instant, je n'ai procédé qu'à son identification, à la façon dont sa présence, la façon dont ces hashtags prennent place dans de multiples catégories de comptes Instagram,
donc des catégories issues donc de structures associatives, de collectifs citoyens, mais également des organisations éventuellement marchandes, tout comme donc de comptes tenus par des individuels. Et j'essaye de voir dans quelle mesure donc cette présence, la présence de ces hashtags permet d'actualiser l'événement ou l'archive Rana Plaza. Alors, juste une information par rapport à cet énoncé, Who Made My Clothes. C'est en 2014, et à l'occasion de la cérémonie commémorative de l'effondrement du Rana Plaza, que le collectif Fashion Revolution a lancé la campagne Who Made My Clothes. Alors, au départ, cette campagne consistait, comme vous pouvez le voir ici, à produire un texte type, l'énoncé en question, sur une feuille blanche, avec la même typo, une feuille portée par des personnalités publiques ou pas, et avec comme objectif donc la publicisation de leurs photos sur Instagram, soit à travers le compte donc du collectif Fashion Revolution, soit à travers des comptes personnels ou des comptes d'autres collectifs citoyens ou d'autres espaces associatifs, ou bien soit les trois à la fois, donc dans une perspective donc de circulation et de relais donc de partage de ces publications. Au départ, cette stratégie consiste à asseoir donc cette triste date d'anniversaire dans l'espace public, à rendre hommage aux victimes du Rana Plaza et sensibiliser le public sur la nécessité de saisir les traces de production de vêtements que l'on porte. Mais très rapidement, cette question devient une sorte de formule événement. C'est ce que je qualifie en fait de formule événement. Donc formule au sens donc des travaux d'Alice Craig Plank, qui relève donc d'un énoncé qui présente d'une part un caractère figé. Elle se fige au fur et à mesure de sa circulation, qui fonctionne comme un référent social et qui se dote également d'une dimension polémique, car en l'occurrence, tout en se référant de manière implicite ou explicite à l'archive Rana Plaza, elle actualise ces mêmes archives, elle rend présent, autrement dit, de manière sous-jacente, la dimension polémique qui est incluse dans l'archive Rana Plaza. C'est en même temps un événement dans la mesure où cette formule fait partie d'un message syncrétique qui réunit donc texte et image et qui est lié à un contexte sociopolitique spécifique et qui permet de la sorte de qualifier l'événement Rana Plaza des formules et aussi de requalifier l'événement en question à travers cet énoncé spécifique interpellatif, comme s'il y avait une sorte d'association entre Rana Plaza et cette formule spécifique Who Made My Clothes. De manière évolutive, cette stratégie se dote d'une valeur triviale, au sens donc que l'entend Yves Jeanneret. Elle devient un être culturel, c'est-à-dire, et je cite Jeanneret, un complexe qui associe des objets matériels, de textes et de représentations, et qui aboutit au partage d'idées, d'informations, de savoirs et de jugements. Et la circulation donc de cette formule, notamment socio-numérique, elle est souvent détachée du contexte initial qui la formait, donc toujours Rana Plaza, et elle actualise constamment ces derniers et en devient sa trace. Elle devient sa trace tantôt de manière explicite, tantôt de manière implicite. Elle est explicite lorsque des publications indexées par le hashtag Who Made My Clothes sont accompagnées d'autres mots dièses, comme celui par exemple de Rana Plaza, et implicite lorsque l'apparition de cette même formule témoigne d'une épaisseur énonciative qui convoque l'aptitude mémorielle de son lecteur, sa capacité d'associer directement ou indirectement la formule en question avec l'événement qui a initié et déterminé donc sa création, sa formation. Quand on fait une recherche sur Instagram du mot dièse Who Made My Clothes, on découvre 1 million d'occurrences. Donc cette formule accompagne des publications produites soit par des comptes individuels comme je le disais en amont, des comptes gérés par d'autres collectifs qui militent pour une mode éthique, tout comme par des organisations marchandes qui se positionnent sur le segment mode éthique. Depuis 10 ans, elle apparaît dès lors de manière récurrente et peut-être même plus intense durant la période de la Fashion Revolution Week. Et elle donc apparaît comme une forme scripturale numérique, mais également comme une écriture visuelle et audiovisuelle. J'ai presque terminé. Et donc qu'elle soit associée
à d'autres traces numériques de l'archive Rana Plaza, comme celle que j'ai intégrée ici, donc des hashtags qu'on trouve de manière très récurrente sur Instagram. Elle se pose, à mon avis, comme la trace initiale qui qualifie de manière sociale l'effondrement de ces bâtiments, tout comme également comme un processus de textualisation des pratiques sociales. Et je renvoie ici notamment aux travaux de Emmanuel Souchier, Étienne Condel, Gustavo Gomez Meja et Valérie Jeanne Perrier, autour de la problématique du numérique comme écriture. Alors, il y a forcément des perspectives de recherche qui s'ouvrent qui s'annoncent à partir de cette étape exploratoire, notamment un désir d'analyse quantitative de traitement quantitatif du hashtag Who Made My Clothes. Mais Antonin Segaud m'a alerté du fait qu'il est difficile de contourner Instagram qui, depuis 2018, a verrouillé l'accès à ces données. Mais aussi une observation qualitative de la présence de cette occurrence, notamment dans les discours des organisations marchandes, dans une perspective d'essayer de comprendre quelle mesure cette occurrence relève des processus de réinvestissement de la formule, d'éventuels ethic washing ou bien des problématiques d'engagement. Et je m'arrête ici. Merci beaucoup.